On va commencer ce nouveau cycle entre le Mexique et la Fédération nationale des interprètes et traducteurs et l'Association américaine des interprètes. On a le privilège d'avoir aujourd'hui une personne de taille internationale. On a Marcel de Sousa comme invité. En fait, d'Amérique du Nord est super bon à cause de Sergio, le capitaine au Mexique. Je ne sais pas qui avait dit une phrase fameuse d'un auteur. J'ai entendu parler de la mort de notre profession, mais on est bien, on est vivante et on a dû d'avoir une conférence à Monterrey, proche, ça c'est proche. On va parler d'éduquer les générations futures des interprètes et traducteurs. Je suis très excitée pour ces webinaires et pour ces liaisons. Ces liaisons et cet événement qui est super important dans l'histoire de l'interprétation. Merci beaucoup à tous. J'ai des nouvelles pour tous. Ahmed Lee, de l'Association mexicaine des traducteurs littéraires, morte. Désolé. Ernesto Zavala va nous donner la bienvenue. Le président de CEMIC. C'est un honneur pour moi de le recevoir. Ce séminaire est un résultat de Francisco Larcón. J'espère que tous seront d'accord que cette discussion est super intéressante. Profitez-la. Merci. Merci. Avant les applaudissements, on a Mónica Ibarra, une représentante de CEMIC, Fed Amérique du Nord. Merci beaucoup, bonsoir. Bienvenue à cette série de conférences. On a un invité, Marcel Sousa. Il est parti de LATAM Chapter. Bien sûr, on partage des territoires géographiques, alors on est vraiment proche. Je vais donner la parole à Marcel.
OK, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'attendez. J'espère que les interprètes m'attendent aussi. Alors, on peut commencer en seconde, s'il vous plaît. On a l'interprétation du portugais, l'anglais et le français. Ils sont des participantes de CEMIC. Ils sont des diplômés universitaires. Alors, merci beaucoup à tous les interprètes. S'il te plaît, Marcel. Merci, Sergio. Je veux vous remercier pour l'invitation. Merci au CEMIC. C'est un grand plaisir d'avoir ici aujourd'hui. J'espère que ces webinaires les aident. J'essaie de parler doucement. On va commencer avec les PowerPoint. Pour vous donner des contextes, j'ai créé cette présentation en 2022 à Varadero, Cuba. Alors, cette présentation est la même que j'ai présentée l'année dernière en anglais. Mais j'ai fait des modifications parce que je l'ai mise au courant. Très rapidement, je vais parler sur moi. Je suis de Brasilia. Je me suis diplômée à l'Université de Brasilia. Je suis traducteur et interprète et je suis partie de Abrates, l'association brésilienne des traducteurs. Et je suis aussi un membre de AIC. Et j'ai créé une association à Brésil aussi pour les interprètes et les traducteurs. C'était super général, mais on va commencer. Je suis super intéressée à l'histoire. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire de notre profession. Le premier contact que j'ai eu avec la profession était en 2004. Vous pouvez me voir, je suis fière d'être proche de cet homme. Son nom est Peter Less. Il était un interprète de Nuremberg. Il a travaillé en 1945 à Nuremberg. Il a étudié les droits et il a décédé récemment. Notre association a beaucoup des années. J'ai présenté à Sao Paulo une histoire de
on parle de les finales de la Seconde Guerre mondiale dans les procès de Nuremberg. Après la Première Guerre mondiale, c'est le contexte pour vous. On va parler de Nuremberg aussi, mais avant, je voudrais leur donner un peu de contexte avant Nuremberg. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a été créée. C'était un précédent pour la ONU. Et les langues officielles étaient le français et l'anglais. C'était aussi pour la traduction. Alors, c'est il s'agissait d'un groupe des interprètes et des traducteurs. L'interprétation populaire à ce moment était la consécutive. Il n'y avait pas la simultanée parce qu'il n'y avait pas l'équipement. L'équipe. Alors, on appelle ces moments comme l'âge doré de l'interprétation consécutive. Les personnes qui parlaient ne stoppaient pas. Les interprètes devaient d'être très rapides et agiles. Alors, vous pouvez avoir une idée de l'interprétation et les conditions de l'interprétation consécutive. Les personnes ne voulaient pas changer de méthode, même s'il y aurait une méthode plus efficace. Peut-être que vous savez déjà l'histoire de l'interprétation. Les plus basiques, on utilise un headset, mais ces technologies étaient nouvelles à les procès de Nuremberg. Il y avait des expériments avant, cependant, avant d'avoir les headsets qu'on connaît aujourd'hui. Ils essayaient de faire une cabine d'interprétation, mais les choses étaient très basiques. À la Ligue des Nations, à la Société des Nations, il y avait une il y avait un consensus des langues de travail. Ils travaillaient avec le français, l'anglais. Et bien sûr, ces méthodes consécutives n'étaient pas
effective, beaucoup effective. Bien sûr, il y avait des problèmes car la diversité des langues. Alors, il fallait d'avoir de nouveaux méthodes pour interpréter plus efficacement. Au procès de Nuremberg, on est arrivé au standard de l'interprétation au futur. C'était super difficile de faire consécutive en Nuremberg parce qu'il y avait 4 langues de travail. Alors, s'ils euh, avaient utilisé la consécutive, le procès a dû le procès était super lent. L'interprétation simultanée était bien reçue, mais il y avait des résistances et des scepticismes. Beaucoup de personnes ne croyaient pas que cette méthode était efficace. Ils s'étaient habitués à la consécutive. Alors, beaucoup des interprètes vieilles pensaient que ça ne serait pas possible de faire l'interprétation simultanée. Ils pensaient que le cerveau ne pourrait faire ça. Mais cependant, le procès a été traduit simultanément, complètement. Au même des critiques et des scepticismes. C'est important de comprendre que en 1945, pendant le procès, cet expériment, et c'était un expériment, il n'avait pas une idée d'avoir un groupe des interprètes. Il ne savait pas qu'il ferait l'histoire. Les premiers interprètes simultanés étaient vulnérables aux critiques et scepticisme. Les gens ne croyaient pas qu'ils pourraient faire la simultanée. En 1947, l'ONU a adopté la simultanée, la traduction simultanée. Les premières années étaient très difficiles
il y avait plus d'événements, d'émissions, de rendez-vous et le nombre de langues a augmenté aussi. Et après, en 1953, la AIC a été créée. Le propos, c'était d'ordre, le chaos, avec ces nouvelles modalités d'interprétation. Il n'y avait pas de régulation. C'était l'accouchement de notre profession comme on la connaît aujourd'hui. Ça a pris 2 décennies pour implémenter complètement la simultanée. Parfois, c'était la décision personnelle des organisateurs de réunions. Alors, les 2 modalités coexistaient en même temps. Mais dans le futur, la simultanée a gagné territoire. Alors, on arrive à 2020. En 2020, on face une situation inattendue, la pandémie de COVID. Et on peut dessiner les parallèles entre 1945 et 2020. J'ai réfléchi à ces sujets et c'était surprenant. J'avais étudié l'histoire de notre profession, mais j'étais étonnée par les parallélismes entre ces 2 années. Ces 2 années. En 2020, la contrainte, c'était pas le temps, mais l'espace. On ne pouvait pas se réunir avec les gens. Les rendez-vous ou les conférences ne pouvaient avoir lieu. Alors, tous les rendez-vous étaient annulés. Alors, la solution était l'interprétation remote. C'était pas nouvelle. Et ça, c'est un autre parallélisme avec 1945. Les concepts de l'interprétation simultanée n'étaient pas aussi nouveaux. Aussi que l'interprétation remote n'était pas
nouveau en 2020. En 2020, l'interprétation remote existait déjà. Au fait, l'interprétation remote a surgi avec la bande passante. Et avec la pandémie, l'interprétation remote a devenu essentielle, même s'il y avait scepticisme. Cependant, la modalité a été très effective. C'est curieux que la même chose a passé en 1945 avec l'interprétation simultanée. Il y avait des citations. Les gens ne savaient pas comment implémenter ces nouvelles technologies et méthodes. Et bien sûr, c'est très similaire à les cas avec l'interprétation remote. Au début du siècle, les personnes n'étaient pas sûres de si l'interprétation simultanée fonctionnerait. Les personnes croyaient en 2020 que si l'événement n'était pas présentiel, alors l'interprétation ne serait pas possible. Mais la nécessité a causé l'implémentation, a provoqué l'implémentation de l'interprétation remote, bien sûr. Bien sûr, l'utilisation de la technologie est une autre similitude. Sans la technologie, l'interprétation remote n'aurait été possible. N'aurait été possible. Les plateformes les plus importantes en 2020 ont été utilisées pour l'interprétation. Par exemple, cette application n'était pas pensée par l'interprétation, alors il y avait des changements et des ajouts. Mais grâce à la technologie et des efforts, on a parvenu de communiquer. Alors, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux années.
Zoom, par exemple, ne permettait pas de faire les relays au début de 2020. Mais la technologie a avancé et on est là. La même chose s'est passée en 1945. La technologie a continué à avancer. Il y a beaucoup de parallélismes. Il arrive tout de suite. C'est vrai, on a des autres problèmes. Et c'est pour cette raison-là qu'on fait cette alliance entre le cerveau de l'humain et la technologie. Il n'a pas passé beaucoup de temps quand ils ont eu des spéculations. Qu'est-ce qui va se passer avec l'interprétation quand la pandémie c'est fini, que le scénario sera là? On retournerait à la modalité antérieure, on retournerait seulement à des événements présentiels. Je pense qu'on ne doit pas parler des événements sur place, mais ils seront la majorité. Les scénarios que j'ai présentés ici sont simplifiés. Et si on retourne à les scénarios de la- de- des événements sur place, ce sera quand on change après la pandémie, ce sera que la téléinterprétation sera plus, on ne retournerait pas aux réunions sur place, sera une combinaison entre les deux. Il y aura une combinaison entre les deux choses, entre avant, seront indépendants. Mais il n'y a pas beaucoup de temps passé et on a vu un autre scénario, le scénario des réunions hybrides. Ça veut dire que en partie sera présentiel dans les réunions et quand une autre partie des, des personnes participant dans les événements mais à distance. Quel est le paradigme qui a prévalu pour l'interprétation? C'est très dynamique. Quand j'ai créé cette présentation pour le Baradero, quand j'ai fait la question de le paradigme, j'ai dit, le paradigme prévalera. Ça, c'était, il y a eu un an. Il y a un an, on ne savait pas combien de temps la pandémie sera. Ça veut dire que c'est qu'en fait, était originalement pour 2020, mais on a, on a fait l'événement 2 ans après et c'est la pandémie dans le calendrier. Ce qui était un paradigme post-pandémie, c'est de les réunions hybrides. Bien sûr, je parle pas seulement de ma observation et de mon collègue et ce que j'ai vu ici à Brésil. L'actualité, c'est bizarre d'arriver à quelque place à travailler comme interprète et que tout le monde c'est là. Toujours, c'est hybride. Toujours, il y a quelques personnes qui viennent de notre part, que c'est à distance. Et ces réceptions peuvent être en réunion très confidentielle, par exemple.
avoir de l'interprétation, peut modifier la privacité, mais autre de ce contexte-là, les personnes qui organisent ces ventes sont, il y a des sons apporter des participants et faire limiter les participants à un lieu. C'est pour ça que les événements publics sont là, c'est important. Mais il y a des autres implications. On va parler autrefois de l'importance de la technologie. L'usage de la technologie dans cette période de temps post-pandémie a des implications qui vont, qui, qui partent de beaucoup de choses. Et parfois, on va voir un changement significatif de la démographie des interprètes. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Avant d'avoir la telle interprétation, quand on avait tout le monde se rendre sur place, des interprètes, avant d'arriver et savoir contrôler la console et tout ça qui a à voir avec les microphones et utiliser le relais. Mais si on n'avait pas besoin de relais, on devait voir, on avait besoin de nos micros et il y avait une personne qui savait utiliser la technologie qui peut vous aider. Et il y avait aussi des ingénieurs du son. Et l'interprétation a changé ça pratiquement parce que nous, qui sommes chez nous, si on avait un studio d'interprétation, parce qu'on pourrait faire ça, il y a un interprète ici qui est avec son téléphone. Et c'est la fonction de l'ingénieur du son, parce que si on avait des problèmes, on peut savoir que faire s'il ne marche plus. Ce changement peut représenter une motivation pour des personnes qui vont penser avec le retrait. Mais il y a aussi des personnes qui pensent en commencer à être interprète, ils pensent que son profil doit être en main avec la technologie, et c'est le cas. Et comme la technologie nous offre cette possibilité de changer la dynamique démographique de notre profession. Il y a un autre truc, c'est faire conscience des clients en relation au type de l'équipe qu'on doit utiliser et comment on peut utiliser l'équipe dans les événements essentiels. L'équipe que nous donne, toute l'équipe de son, c'est là et nous peut aider avec des personnes qui sont qualifiées pour utiliser l'équipe et comme on peut faire quelque chose et nous aider si on a des problèmes. Mais avec la téléinterprétation, il y a un chiffre non identifié de personnes dans beaucoup parts du monde, dans le même pays ou de différents pays, et il n'y a pas de contrôle. On sait que la technologie peut déterminer la qualité de notre travail comme interprète, et j'ai fait emphasis à, à l'importance de nous comme interprètes quand on va faire de telles interprétations. On peut faire travail de conscientisation à le client en ordre de faire notre travail de la meilleure manière possible
tout ce que c'est bon pour l'interprète est bon pour tout le monde. Si nous demandons que des, des personnes qui parlent, des présentateurs utilisent des microphones de qualité et pas le microphone de l'ordinateur qui peut mettre plus de son. C'est bon pour l'interprète, mais c'est bon aussi pour tous les participants. On doit faire attention à quelque chose que c'est très bondi avec la technologie, que c'est le support de visuel enregistré. On fait ça dans le travail en ligne. Ça peut passer quand les personnes qui parlent, c'est pas là. Ils seulement envoient ces conférences enregistrées. Et il y en a aussi des personnes qui enregistrent ces conférences pour éditer la conférence. C'est pour avoir un, c'est un, c'est un défi pour des interprètes parce que si la personne fait des pauses et aura besoin de quelques secondes avant de changer, de glisser, c'est une opportunité pour boire de l'eau, respirer, mettre hors dans le cerveau, mais parce que ça peut aussi être un problème. On doit faire attention à cette question-là et travailler avec nos clients pour trouver la résolution. Ce sont des choses qui passent avec la technologie. J'ai une autre chose à dire avant de changer. Se glisse. Il faut que nous avons des flexibilités raisonnables et comprendre qu'il y a des situations qu'on ne peut pas endurer. Je vous dirai une histoire que j'ai vue pendant en pleine pandémie. C'est un moment que m'a irrité beaucoup. Je dois penser une autre fois à la situation. Ils m'ont demandé de travailler comme interprète en conférence en ligne. Quelques autorités sanitaires seront là. Avec le secrétaire de la santé de Fortaleza du nord-ouest du Brésil. L'été était le centre des infections de COVID en Brésil. C'était une chose terrible. Et cette réunion-là était programmée pour parler de l'action qu'on fera et des lignes directrices. Et les secrétaires, c'était les personnes qui devaient être là. Il est arrivé avec son portable dans une voiture et au milieu du trafic pour parler avec nous. L'audio était terrible, c'est pas idéal. La qualité de l'équipe, c'était pas parfait non plus. Et à cause de difficultés, j'étais très, très, très mis en colère. Parce que quand le secrétaire est arrivé au final du conférence, j'ai changé mon pensement parce qu'il m'a dit, je m'excuse pour être dans la voiture avec les portables, mais je t'ai mis au trafic et je ne voudrais pas
annuler ces programmations et c'est pour ça que c'est ça que j'ai fait. Je me suis rendu compte que c'était une situation qui n'était programmée et ça peut se passer. On doit être en calme avec ces temps parce que on doit parler avec nos clients et expliquer ce qu'on a besoin. Pourriez-vous dire à ces participants-là que dans les forêts, dans le désert, qu'ils ne peuvent pas être ici, on ne fera pas l'interprétation. À partir d'aujourd'hui, on a besoin de la participation et la collaboration de tout le monde pour savoir comment est-ce que ce travail est fait et pour faire conscience de tout ça qu'on peut faire actuellement. Tout ça qu'on peut faire de manière approximée et tout ça qu'on ne peut pas faire. On est à un moment qu'on ne sait pas ce qui va se passer, quels seraient les paradigmes qu'on aura. Quels seraient les prochains signes distinctifs, les prochains événements? Il n'y a tout aucun, mais on ne sait pas quand ça arrivera. En 1945, il y a eu un très important événement aussi distinctif, c'est le changement à interprétation simultanée. Si ça n'y avait pas passé, l'interprétation ne sera pas ce que c'est aujourd'hui, parce qu'on peut avoir beaucoup de langues dans le même événement et des autres dynamiques. On arrive à 2020 et il y a eu une pandémie qui a accéléré les procès de virtualisation de notre travail. Je ne pourrais pas dire que ce sera le rythme de notre vie aujourd'hui si la pandémie n'était pas là. Cette virtualisation est un procès, mais à un rythme très modéré et à un niveau que la pandémie a disparu. On ne sait pas comme ce que l'automation arrivera. Mais je parlais avec les paroles de mots de Alan Murphy. Notre profession est vie, il y a beaucoup de vie. Et je suis certain de la notre profession vie. Et nous ne serons pas remplacés ou remplacés très vite au moins. Tout ce qu'on vit, tout ce défaut artifice de l'intelligence artificielle est très impressionnante pour être, pour faire le bien ou mal, mais la majorité, c'est, la plupart d'entre eux sont pas dans le contenu, mais l'image. Et qu'est-ce que je vous dis avec ça? L'intelligence artificielle se trouve dans un niveau avancé en 2023 qui ne permet pas que les machines sont invitées à faire de l'interprétation des conférences. Il y a des machines comme ce que Google a ou quelques autres pour visiter Disney ou acheter un congelé, de la crème glacée ou avoir un taxi, mais la machine d'interprétation des conférences, c'est pas prêt pour travailler automatiquement. Ce qu'on a vu actuellement, c'est que
l'image ou l'emballage, c'est mieux. On sait qu'il y a des entreprises qui peuvent faire de l'intelligence que on la voit de quelques personnes, mais dans notre langue. Ça, c'est pas contenu, ça n'est pas représente un avance dans la compréhension de le contenu. En conférence, que c'est très technique. C'est quelque chose de technique. On ne doit pas avoir de peur de l'automatisation de notre profession. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le ChatGPT avec la réponse que c'est très développé, très élaboré. Mais les machines ne pensent pas, on sera rempli, point, remplacé. Quand les machines peuvent comprendre qu'est-ce qui passe dans le monde, quand ils peuvent sans le monde. Quand les machines ont un comportement comme nous, et ce sera ce moment-là qu'on devrait avoir de peur, mais pas à ce moment-là. Il y a des spéculations. Des personnes disent que des machines auront l'intelligence de ce monde, ou ils iront au-delà, mais il y a des singularités quand des machines peuvent comparer avec des cerveaux humains et passer le. Il y a des personnes qui disent que ça passera en 2030 ou en 2040. Il y a des autres personnes qui disent qu'il y a beaucoup de temps, mais notre génération va travailler et probablement la suivante génération pourra travailler comme interprète. Ils font 30 années ou peut-être plus, mais on ne peut pas savoir que passera dans le futur. On ne sait pas que passera dans 5 ans, on ne peut pas savoir que passera dans 30 années. Maintenant, vous êtes un programme historique avec des prévisions dans le futur, mais ici sont mes références. Des livres de l'histoire simultanée et aussi de notre profession qui est la traduction et l'interprétation. Ces livres sont des choses d'interprétation et de traduction. Dans ce livre, ils sont très, très spécifiques de l'interprétation simultanée, par exemple. Celui-ci de Francesco Daiva de 1998 et à propos du procès de Nuremberg. Et il y a des autres livres qui mettent en contexte la profession d'interprète et des autres activités comme peut être le livre de Ruth Boland de 1999 qui part de l'interprétation dans le contexte de la diplomatie et de la politique sont des livres très intéressants. Ce dernier-là, l'histoire de traducteurs, était par un de lire Julie Woodward, qui, comme de traduction dans les Moyen Âge, ont été clés pour réaffirmer les différentes langues en Europe dans un contexte de dictature de latin dans la politique, dans la religion. C'est très intéressant. J'ai des autres livres dans la seguinte. C'est à 2013.
voir ce que un groupe d'investigation a trouvé 10 ans avant dans son occupation pour les 50 années. Le même groupe a été formé pour dire l'histoire de notre profession, que c'est très intéressant pour le contexte de la création du AI et l'impact qu'il y a eu dans la formation de la profession, c'est très intéressant. La référence en français, c'est là, mais vous pouvez la trouver en anglais. C'est en français et en anglais. C'est un classique d'aujourd'hui, le livre de Jesus Jalón, de Paris à Nuremberg, et le nombre de conférences, c'est un bonjour à Jesus parce que c'est une lecture très intéressante que j'aime beaucoup. Je veux relire ce livre-là. Je n'ai pas fait ça il y a quelques années, mais elle nous dit la construction qui c'est le procès de Nuremberg et nous parle du contexte politique et nous dit toute l'histoire de cette époque-là et de ce qui a passé dans notre profession. A New Insights in the History of Interpreting, c'est une collection de différents articles sur l'interprétation de différentes périodes historiques dans différents lieux dans le monde. Et les suivants listés. Il y a deux petites références pour l'Internet. Ce qui passe dans le monde. Un procès pour de langue, c'est un procès de 4 langues, l'interprétation dans le procès de Nuremberg. C'est ce moment-là, je pars, l'exposition est en Sao Paulo, Brésil. Après, il marchera à Rio de Janeiro et à quelques autres parties du pays. Il y a déjà allé en Europe. Dans ce site Internet, il y a des informations de l'exposition et l'histoire des procès de Nuremberg. Dernièrement, quelque chose que c'est très intéressant, que je lis beaucoup, de Looking for Interpreter Zero de Christine Adams, c'est un collègue de laïc. C'est une série d'articles qui parlent de l'activité de l'interprétation à la commence de l'histoire, des moments plus récents. Et c'est très intéressant. Ce sont des articles avec des images, avec des maps et des références bibliographiques, des cartes. C'est un très bon travail. Et vous devrez aller à ce site internet pour voir tout ce que c'est intéressant pour vous. Et ça serait tout. C'est disponible là, mon courrier. Si vous avez des questions, si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez partager quelques perceptions entre 1945 et 1920, parce que j'ai présenté c'est du collant, mais on peut ajouter des plus choses là. Si vous avez des autres perceptions, on pourrait parler dans beaucoup de temps avec ça et de notre profession en général. Je vous remercie et si vous avez des questions, c'est le moment.
l'interprétation des conférences en Mexico aussi. C'est le rang
sur site. Et basiquement, ce qu'on a trouvé et qui, c'est que les gens sont habitués à travailler avec la technologie en général. Quelques personnes ont dit qu'ils ne savaient pas comment travailler avec la technologie, mais la plupart est habituée. Mais je voudrais savoir comment est la situation dans le monde. On doit nous souvenir que avant la pandémie, les opportunités d'être interprète étaient très limitées. Il fallait vivre dans une vie cosmopolite, par exemple. Et bien sûr, ça exclut beaucoup de personnes. L'interprétation en Brésil est concentrée dans les villes les plus cosmopolites. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe au monde entier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour parvenir que les interprètes âgés puissent rester dans l'interprétation? Je ne sais pas, mais on doit faire quelque chose. Je trouve intéressant que les nouveaux interprètes qui ont démarré pendant la pandémie, comment il pourviendra d'interpréter au site. Ça sera difficile, bien sûr. Je pense que les problèmes avec la téléinterprétation et l'enregistrement ça, il faut avoir un accord pour ne s'enregistrer pas quand on a mauvais audio. Ernesto, tu dois faire quelque chose pour défendre les bonnes conditions pour les interprètes. Il y a beaucoup de recherches sur les zones mauvaises, les zones
nocif. Oui. Heidi Cases et après Hilda Tejada. Bonjour, bonsoir Hilda. C'était super d'être ici. Marcel, c'était une grande présentation. On doit éduquer les clients et on doit nous éduquer nous-mêmes. Oui, nous, on sait comme nous savons comment utiliser la technologie. Alors, c'est un avantage, mais il faut d'établir des règles pour travailler avec de bonnes conditions. Qu'est-ce qui est inexistant encore? Quels instruments on peut utiliser comme interprète? C'est super important de comprendre ça et comprendre les challenges, les défis pour le futur. Et oui, je suis d'accord. J'aimerais connaître la situation dans notre lieu. Regardant l'épisode du secrétaire de santé, je n'ai pas refusé à lui interpréter. Je voulais me plaindre. Et je me suis plainte. Mais je ne sais pas comment faire la division entre le possible et ce qui n'est pas possible. Les PDG, bien sûr, sont coupables s'ils ne fournissent les matériels corrects pour l'interprétation. C'est important de comprendre les scénarios pour savoir qu'on ne peut accepter certaines conditions. Bien sûr, les erreurs sont valides, mais on doit établir des limites. Bonsoir. Merci. Ce que j'ai dit quand il n'y a pas de conditions optimales, c'est les conditions techniques ne sont pas suffisantes, ne sont pas effectives, alors je ferme mon microphone. C'est bien de défendre notre condition au travail. Bien sûr, ça dépend des conditions
Mais si on est dans le contexte de l'interprétation des conférences, il n'y a pas des excuses pour n'avoir pas une bonne audio. Une fois, j'avais un parleur qui était bourré, alors je ne lui pas interprété parce que les conditions n'étaient appropriées pour interpréter. Je ne peux interpréter des personnes bourrées. Ou Saoul. On doit exiger le respect pour la profession et on doit être fier de notre profession et forte pour les défendre. Merci, je suis d'accord. Il y a un problème, comme Marcel a dit. Qu'est-ce qu'on fait quand on interprète des enregistrements? On doit suivre les rythmes de les parleurs et on doit y réfléchir. On doit traîner les interprètes, bien sûr les clients aussi, mais aussi les interprètes, pour savoir quel instrument ou quelle méthode utiliser. L'intelligence artificielle est aussi un risque. Il y a des autres scénarios. Par exemple, quand les clients envoient les enregistrements, le client veut l'enregistrement. On ne devait pas charger de la même manière qu'on charge pour une interprétation réelle. Ces médias technologiques facilitent beaucoup de possibilités, alors on doit être prêt. On aura beaucoup de paramètres qui vont nous détériorer. Ok, il n'y a plus de questions. Marcelo Andreotti. C'était un événement excellent. Beaucoup de rendez-vous des affaires ont une console au centre de la table. Ça ne suffit pas pour l'interprétation. Toutes les personnes
entendre de la même console. Marcel, est-ce que ça a passé avec toi? Merci beaucoup pour ces participations. Oui, ça. Oui, ça arrive parfois. On peut utiliser une étoile qui sert pour transmettre l'audio au headset et ça va aider avec l'audio. On a beaucoup de commentaires. Et on a ce livre. C'est super important pour nous. On a Vous pouvez lire les commentaires. Avant, l'interprétation était la première chose et après le voice-over, mais maintenant, les clients veulent qu'on interprète les vidéos. Un autre commentaire, Monica? Non, pas de commentaire. OK, alors, on a couvert les temps exacts. Je ne sais pas si Alan est ici. Alan? Tu peux fermer. On te souhaite une récupération proche. Oui, merci à tous. Je l'ai profité beaucoup. La présentation, l'interprétation, les contenus, les sentiments. C'était super bien. Oui, l'ambiance était super bien. Je ne sais pas si Sergio ou Alma veut dire quelque chose. Merci beaucoup, Marcel. C'était très intéressant. Il y a beaucoup à dire encore. Merci, Marcel. Je pense que l'intention et les propos étaient remplis et attendent établir un chemin pour le futur pour ne pas disparaître. C'était super intéressant ce que tu as dit. On doit lutter ensemble parce que sinon on aura les risques de perdre notre travail. Avec la telle interprétation, on peut interpréter depuis le lieu qu'on veut.
les marchés locaux arrêtaient d'être si essentiels comme tu as dit. Alors, c'est important de réformer les interprètes pour travailler avec ces défis, surtout avec les générations les plus âgées qui ne peuvent pas travailler avec la téléinterprétation. Merci beaucoup, Marcel, pour être ici. La présentation d'aujourd'hui sera au canal de distribution YouTube du collège. On a enregistré les interprétations et l'audio original. Merci beaucoup à tous les interprètes. Il y a beaucoup d'interprètes. Merci à tous pour cette interprétation. Le CEMIC est engagé à aider notre collègue. Merci Hélène Lopez aussi. Marcel, tu veux dire quelque chose pour fermer la réunion? Oui, je me remercie une autre fois avec vous. C'était un honneur d'être ici pendant cette heure. Merci au CEMIC et FIT Amérique du Nord. Je serai ici en participante dans des autres conférences. Je suis très excitée. Bonsoir à tous et merci beaucoup. Il y avait beaucoup des invités, alors notre propos est attente. J'espère que vous aurez un printemps merveilleux. Merci beaucoup. Bonne soirée.